Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. C'est la rentrée, mais on va vous donner encore une petite rallonge de vacances avec un épisode qui fleure bon l'aventure et les embruns, une histoire de pirates et d'aventurières qui va vous permettre de garder vos cerveaux dans vos valises, mais pas votre rouge à lèvres. Ah ouais, d'accord. Bon, moi je précise que je suis pas encore très bien réveillée. En ce qui me concerne, c'est l'humeur idéale pour aborder ce podcast et ce drama chinois. Voilà, parce que c'est à peu près l'effet qui m'a fait, moi, pendant tout le long du visionnage. Ah, je t'avais prévenu en te disant que c'était des pirates sous acide. Bah, pas assez d'acide, alors moi il a fallu que je me fasse des injections de Red Bull pendant le visionnage, mais par contre du coup c'est drôle des fois quand ça le veut et des fois quand ça le veut pas. Vous allez voir, on n'est pas tout à fait d'accord avec Claire sur... Même si, comme d'habitude, il faut qu'il nous passe quelques passages obligés de dépression et de drame et en tout genre. Ouais, c'est une série que je qualifierais d'inégale, moi. Donc voilà, et qui va effectivement être une anomalie. En tout cas, pour l'instant, c'est une anomalie dans notre playlist parce que c'est vrai qu'on est plutôt dans le côté, soit historique, soit gros drame, soit voilà extrêmement plombant. Là, c'est pas du tout le même genre. Et d'ailleurs, c'est également une anomalie dans les dramas chinois. Alors bien que y ait plein de comédies bien loufoques, mais c'est très rare et c'est pour ça qu'il faut le signaler. Et c'était peut-être bien qu'on le voit. Il y a très peu, voire pas, d'histoires de pirates. Donc c'est un genre qui n'est pas du tout standard dans les dramas chinois. C'est vrai que moi j'avais la sensation que les Pirates des Caraïbes c'était vraiment au tout début de l'histoire et que c'était un prétexte pour mettre en situation les deux personnages principaux. Après ça vire au vaudeville quoi, c'est assez... Mais tant qu'ils sont... Le peu de temps où ils étaient en mode pirate, ils y sont allés... à fond. Titanic également qui est placé, enfin beaucoup de choses, mais on va pas en parler. Alors pour replacer un peu le contexte général, donc c'est la romance de Roy Young est une série de 2019. Alors ça a l'avantage d'être une série courte, 24 épisodes, même s'il y a un moment tu te dis qu'ils auraient pu faire plus court parce que je pense qu'il n'y a pas que le cerveau qui est parti en vacances, c'est les scénaristes également sur le milieu de la série où je crois qu'ils savaient plus trop où ils allaient, où ils ont peut-être eu un changement, j'en sais rien. Et donc bon, ça se plie assez rapidement. Et alors c'est une série avec que des jeunes acteurs. Enfin, l'actrice elle a pratiquement rien sous sa ceinture, genre elle a dû faire 2 rôles. Et l'autre acteur qui est Yuan Hao, qui à mon avis est up and coming. Je pense que c'est un petit peu graine de star. C'est-à-dire que je l'avais entreaperçu dans Love and Destiny où il avait un rôle dans le clan des renards. Donc c'était un renard avec... Donc Love and Destiny c'est un peu... c'est le même... en la même ambiance que Ten Miles. C'est censé être dans le même univers mais il n'y a pas du tout les mêmes personnages. On retrouve surtout Nini, notre copine de Rise of Phoenixes, qui est toujours égale à elle-même, très bien. Elle fait une bitch, non? Alors là, non, elle est pas du tout en bitch, Nini, dans Love and Destiny. Elle est, je l'ai pas vue, non, c'est l'héroïne principale. Non, ouais, c'est l'héroïne principale, c'est celle qui prend cher, elle se fait buter un nombre de fois. J'ai eu un brain fart. C'est un pauvre démon qui se fait buter 3-4 fois au moins par l'amour de sa vie, tu sais, dégueulasse. Mais peut-être qu'on aura un jour l'occasion d'en parler, parce que ça aussi, ça soulève pas mal de questions, et puis il y a un personnage masculin qui soulève également beaucoup d'interrogations parce que tu sens qu'il y a eu un rip-off Yeroi, mais en plus âgé. Voilà, c'est Yeroi, il a la mentalité d'un gamin de 20 ans et l'autre il en a 40 mais il est quand même toujours puceau aussi et purée, il a l'ambiance de Bite the Roi dans Journey of Flower que toi t'as pas eu la chance de voir, mais tu sais comment je déteste ce personnage pour en avoir parlé sur la playlist. Ouais, mais 40 ans toujours puceau, moi j'étais partie avec Steve Carell et une séance d'épilation à la cire. Mais ils ont pas besoin de se faire épiler les Chinois, donc ils ont cet avantage-là que tu peux pas partir là-dessus. Ils sont pas avares en torse-poil, et par exemple la série dont on va parler aujourd'hui n'est pas avare en scène torse-poil, mais il y a rien à épiler. Donc bon. Alors donc plein de jeunes acteurs, donc c'est vrai que c'est pratiquement que des inconnus, donc il y a pas de grosses stars porteuses. Et puis tu sens que il y a un peu d'amateurisme. C'est sûr que l'héroïne, c'est la principale. Voilà exactement. Et l'héroïne, non mais si je cherchais le nom de l'actrice, Zhao Yi. Bon, le problème c'est que c'est une série qui est bizarre parce que c'est une série que je qualifierais d'autement féministe, mais qui est portée par une héroïne que t'as envie de claquer pendant tout le temps parce qu'elle est insupportable. Elle est insupportable, ouais, elle est vraiment... Moi, elle m'a fait penser à un mix de d'Arya Stark, mais en moins dramatique, genre Je cherche l'aventure, et rien que pour la voix, Fran Drescher dans The Nanny, tu sais. Ah bah c'est ça. T'as envie de la bâillonner pendant tout du
du long de la série parce que, en fait, les autres personnages, en particulier le love interest, le pirate de mes deux, et ces lieutenants qui sont deux teubés, enfin, il y en a qui est plus teubé que l'autre, l'appelle pas le pirate de mes deux. Non. C'est un rip-off Johnny Depp, voilà, si tu veux. En fait, ils sont quasiment prêts à tout pour pas qu'elle se mette à hurler, qu'elle monte dans les tours, parce qu'elle a une voix absolument insupportable, et ils en jouent vachement dans l'histoire, en fait. Le problème, c'est que c'est doublé intégralement, cette série. Et pourquoi ils ont choisi cette voix-là pour le doublage? Je pose la question, je suis pas sûre que l'actrice principale, elle ait une voix aussi insupportable. Donc c'est vrai qu'elle a une voix hyper aiguë, qu'elle passe son temps à brailler, et ça, c'est un petit peu casse-pied. Bon. Alors, le pitch, c'est donc une jeune fille qui a des prétentions à être héroïque, qui fuck le patriarcat, hein. Elle a décidé qu'elle serait une héroïne parce que c'est pas seulement en lisant des romans, parce que c'est un des sujets qu'on va pouvoir traiter aujourd'hui, mais elle est fan d'un héros, genre un espèce de Batman ou de Robin des Bois, hein. C'est entre Batman et Robin des Bois, mais en bleu. Elle veut être comme lui, et donc elle décide de se déguiser. Elle a toute une panoplie de déguisements, ça aussi on va pouvoir en reparler. L'épisode s'ouvre dans un bordel. Oui. Alors, ça préfigure bien le reste de la série, parce que ce sera le bordel tout le truc. Qu'on soit bien clair. Bon, voilà, qu'on soit bien clair. Et donc, cette jeune apprentie héroïne, hein, puisqu'elle jeune fille chevaleresque, tombe dans les pattes d'un pirate. Et à partir de là... ça part en cacahuète, hein, bien sûr. Bah oui, parce que lui il l'enlève, il la garde, et puis il en tombe amoureux. Et puis elle veut pas. Et donc, il y a une course-poursuite pendant longtemps, et pas mal d'autres aventures rocambolesques qui vont suivre, avec évidemment des triangles amoureux, etc. Des aventures diverses et variées. Donc c'est vraiment les relations tumultueuses entre les deux, entre la fiancée récalcitrante, ou l'épouse récalcitrante, on va dire, et le pirate qui, façon Harlequin, hein, dit non, c'est ma promise, je lui passerai la bague au doigt coûte que coûte. Il y a de ça. Mais c'est assez choupi quand même. Ils ont des moments vraiment, vraiment choupis. Je pense que c'est les moments que j'ai préférés, moi. Moi, j'aimais bien les deux lieutenants. Ah oui. Ces deux lieutenants, il y en a un qui est teubé, l'autre un petit peu moins quand même. Ils les chipent à mort. Tu l'avais pas appelé Blaireau, un des deux, là? Il y en a c'est le blaireau, et l'autre, c'était un truc par rapport à son look, je sais plus. Ils avaient tous des petits surnoms. Ah c'est une série sans prétention, hein. C'est sûr que là, c'est vraiment une série B, C, D, W. Enfin, tu peux aller au niveau du budget et des costumes. Alors, on peut dire que dans le costume, les décors, l'intégralité du budget est passée, on pense, dans le budget perruque et poils. Parce que c'est vrai que le personnage du blaireau dont tu parles, qui est... qui a des sourcils. Alors, c'est pas Vinjang, hein, du coup. C'est les sourcils loup-garou. Bon, d'accord. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu un budget perruque pour le pirate. Alors, ça, je vais lui donner ce crédit-là à cette série. C'est vraiment de la comédie potache qui se prend pas au sérieux. Les acteurs savent qu'ils sont dans de la grosse déconnade et ils y vont à donf. Et au niveau des looks, quoi, c'est sûr. Alors, on a de tout, quoi. Ça commence vraiment, comme tu dis, en Pirates des Caraïbes avec le bandeau, les coquillages dans les cheveux et tout. Ah, mais le full Johnny Depp, quoi. Ah, mais le copier-coller de Johnny Depp, Jack Sparrow, quoi. Made in China, par contre. Ouais, ça se sent, c'est le Made in China. Et puis alors après, alors c'est ça en fait qui est un souci, c'est qu'on va dire que on reconnaît pas, c'est pour qu'on ait le temps de s'attacher, encore une fois sur 24 épisodes, mais disons qu'il y a des incohérences ou des inconsistances sur les personnages, ou les looks, ou le genre, ou ce qui se passe. C'est-à-dire que par exemple, le pirate, au début on te le présente comme le roi pirate. Ah ouais, non, le barbe noire de la mer locale, ouais. Enfin c'est... Mais hyper sérieux, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mec hyper compétent au début, lui il calcule tout de suite que c'est une fille déguisée en mec, donc déjà on apprécie ça par rapport à d'habitude où tous les autres ils se plantent sauf lui il a pas besoin de lui prendre le pouls, il voit bien que c'est une nana. Bon, faut dire qu'il a senti ses boobs, hein, donc, et qu'il l'a vu aussi dans le bordel au début, il a bien calculé que c'était une fille. Donc au début il est en vrai flibustier harlequin, oui. Et après il part en teubé. Alors, s'il a un passage, qui est moi mes passages préférés, c'est-à-dire c'est quand il est en dépressif. Après, il est en méga niais teubé. Tu sais pas d'où ça sort, alors que c'était un mec qui était présenté comme, tu vois, farouche et intelligent. Donc, il devient, mais con, comme c'est pas possible, un gros niais. Et puis après, ça repart sur... Alors, d'un coup, on découvre que c'était le héros masqué. Alors, spoiler, on s'en fout. Hein, ça changera rien à votre appréciation de la série, vous l'aurez grillé direct de toute façon.
Alors non, mais ça, tu pouvais pas forcément t'attendre à ça, mais c'est vrai qu'on disait dès le début que l'héroïne, elle fantasmait sur ce personnage masqué redresseur de tort, qu'on voit pas au début, mais bon, qui à un moment sort de sa poche, et je te le donne en 1000, c'est le pirate. Alors il a quand même du temps dans son emploi du temps, il arrive à flibuster la mer de Chine, et à faire les redresseurs de tort, donc c'est pirates de la nuit, redresseurs de tort dans la journée, ou le contraire, on sait pas trop. et puis après, ça repart en héros romantique, sacrificiel. Alors ça, je lui donne ce crédit-là aussi, parce qu'il y en a marre de toutes ces séries où c'est systématiquement la nana qui doit décaniller pour la carrière du mec. C'est quand même souvent qu'on les a, ça, et c'est un peu chiant. Donc pour une fois, le mec, lui, il est prêt à se sacrifier pour la fille. Pour qu'elle vive son rêve et qu'elle devienne une héroïne, il joue le jeu parce qu'elle a besoin de ça la rendra heureuse, et puis donc il est plus dans la saisie, genre c'est ma femme, je la pourchasse, etc. Il essaie de refaire sa conquête, et il lui facilite la tâche, en tout cas il garde un œil pendant qu'il la laisse faire son expérience d'apprenti héroïne, quoi. Ça m'a fait penser un peu à la Tulipe Noire, ce dessin animé où t'avais le mec, la Tulipe Noire, qui inspire l'héroïne à devenir un cavalier masqué, quoi, sur un cheval blanc. Bah là c'était un peu ça, parce qu'en plus elle est habillée en blanc quand elle est en mode apprenti héroïne, donc c'était plutôt cool. Cet aspect-là était plutôt cool, c'était assez féministe, c'était assez moderne. Ah mais c'est très féministe pour ça, parce que c'est vrai que en fait c'est une mégère apprivoisée à l'envers, on va dire, parce que d'une certaine manière c'est l'éducation du mari, parce que au fur et à mesure elle lui fait, alors vraiment à l'insu de son plein gré, parce que je sais pas comment elle fait, parce qu'elle est tellement con, mais en fait elle a un certain nombre de revendications sur lesquelles elle tient la route, et elle veut pas du type de mariage qu'il lui propose, et en fait elle va au fur et à mesure lui faire accepter ce que tu disais Aurélie, ce qu'elle veut, lui faire accepter ses volontés, ses désirs, ses ambitions, et au fur et à mesure il évolue et il respecte. Et c'est vrai qu'une des choses qui doit rentrer en jeu, c'est que d'une certaine manière il est l'inspiration derrière ça, puisqu'elle veut devenir comme lui le héros masqué, et ce qu'elle veut dans ce mariage, c'est un partenariat 50-50, et il met un moment à accepter le fait qu'elle sera une partenaire à son égal, même s'il l'aime tout de suite, mais bon, lui il est dans un modèle très traditionnel au début, et d'ailleurs un des cadeaux qu'il lui fait, c'est un espèce de cadenas, genre, son espèce de collier, on dirait un cadenas. Ah oui, j'avais oublié ça. Mais au fur et à mesure, elle va par un certain nombre de revendications et de démarches, elle finit par lui imposer ou à lui faire respecter son point de vue. Et donc il y a une évolution de personnage que t'as pas des fois dans certaines séries plus sérieuses. Donc ça, c'est au crédit de la série, on va dire. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est donc quand il l'enlève, elle est sur son bateau et il l'enlève, il la ramène dans son repère de pirate, et elle lui pourrit la vie, mais d'une force. Elle est vicieuse, la copine. Moi ça, c'est un aspect d'elle qui m'a bien plu, c'est que elle veut pas rester sur son île de merde, et elle fout le bordel, et elle monte les plans les plus invraisemblables pour s'échapper, etc. Ils sont pas trop de trois entre lui et ses deux lieutenants plus ou moins abrutis pour déjouer ses plans à elle, quoi, parce qu'elle est vraiment vicelard, quoi. Et j'ai bien aimé le fait qu'elle, vraiment, elle s'en foutait, elle s'adoucissait pas au contact du pirate à ce moment-là, alors que lui, ça y est, il est déjà perché, quoi. Mais ils sont encore dans une dynamique très roman à l'eau de rose, Harlequin, où genre, c'est moi le mal dominant, tu es ma prisonnière, machin, quoi. Ah non, ça va pas se passer comme ça, quoi. Et elle a un tempérament de feu, quoi. Et parce que lui, il essaye de faire, pour le coup, le modèle de la mégère apprivoisée, parce que bon, il l'enlève. Comme elle est en train de se faire passer pour un garçon, elle est envoyée, c'est pas le newf, mais elle est envoyée justement aux travaux forcés, parce qu'on dit, bon, bah, ça va la calmer, la minette. Elle va aller casser des cailloux, transporter des trucs, ça va la calmer. Et puis bon, comme il est quand même gentil à la base, elle se fait envoyer en cuisine, et là, elle décide de foutre le feu à la cuisine, donc ça fait partie des trucs vicelard, avec de la farine, elle fait exploser la cuisine. Pour lui, il a purée, je suis pas tombée sur vraiment. Alors, il sait tout de suite que c'est elle empoisonne ses vêtements, parce qu'il y a une espèce d'algue dans la rivière qui provoque des sérieuses crises d'urticaire. Donc elle toute contente, elle récupère son linge parce qu'elle se retrouve assignée à des tâches qui sont des tâches féminines, même si elle est déguisée en garçon, donc la cuisine, le linge, et elle lui montre bien que ça va pas se passer comme ça, parce qu'elle le lave pas tu vois, avec Monsieur Propre ou Percy plus blanc que blanc, elle le lave avec les algues urticantes, qui fait que le mec il se paye une sacrée crise de démangeaison. Et puis après, qu'est-ce qu'elle lui fait d'autre? Bah bon, comme tu dis, elle se sauve plusieurs fois. Pour la merde, parce que lui il a un bras droit, pas ses deux lieutenants, mais il a un bras droit qui en gros is no good, hein. Elle est excellent, lui, moi je l'adore. Il est vraiment excellent, lui. Et avec le lieutenant de Is No Good, qui est la folle de Chaillot. Surnommé
nommé le pirate Travelo, celui-là. Et en fait, on n'a pas dit, mais je pense que c'est ça le truc, c'est que les 5 premiers épisodes, ou 5 ou 6, je sais pas, sont en fait extrêmement bons parce que ça va très vite, c'est très drôle, et il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que ça, c'était bien, ouais. C'est après que ça... T'as un enchaînement d'événements surréalistes, quoi, et tu t'ennuies pas une seconde. C'est-à-dire que le nombre de courses-poursuites, tu disais avec le lieutenant, parce que le lieutenant, oui, elle lui fait un coup. Alors ça partait en scato, c'est-à-dire qu'à un moment, comme il se choucroute avec le lieutenant, qui décide de l'empoisonner, alors apparemment, tu mélanges du crabe avec du thé, ça te donne la chiasse. Et donc, du coup, elle lui file une... On en rigole, mais c'est con. Elle lui file une chiasse carabinée en pleine réunion, tu vois, ils sont en train de faire un meeting au sommet devant ses chefs. Il se fait dans le froc, il est obligé de s'excuser, de quitter la réunion en courant, parce que vraiment, elle lui a filé la courante, quoi. Fallait oser, mais bon, ils l'ont fait. Non, les premiers épisodes, c'était très drôle parce que ça allait à fond la caisse, c'était complètement n'importe quoi. Et c'est au moment où la relation change que ça devient un peu plus sérieux, mais par nécessité, j'ai envie de dire que moi, j'ai décroché, ça m'a saoulée. Ah mais non, mais parce qu'il y a un moment, c'est moins bon, c'est ce que je t'ai dit, il y a un gros ventre mou. Mais c'est vrai que le début, alors le pirate Travelo, alors encore une fois, le rouge à lèvres, il y a une utilisation le rouge à lèvres violet. Alors en plus, c'est marrant parce que d'habitude, c'est vrai qu'ils ont une utilisation du rouge à lèvres dans les dramas chinois qui est intéressante parce que c'est codé en général. Donc ils ont une espèce de... Alors, quand ça va bien, t'as un joli rouge à lèvres rose, ou alors le rouge ça s'utilise quand tu te maries évidemment, ou quand t'es en période séduction machin. Ils te mettent des violets ou des couleurs sombres quand t'es démon, et alors ils ont une espèce de rouge à lèvres irisé blanc pour dire que t'es malade. Donc oui. Il y a tout un code avec les trucs. Et plus tard, et je suppose que ça a été sponsorisé par Sephora cette série, mais plus tard ça revient aussi la question du rouge à lèvres, parce que la fille en fait en soi elle est pas très féminine parce qu'elle a été élevée sans mère, donc en fait elle a été élevée en garçon manqué par son père, qui lui respectait, c'est un général qui respectait le fait que sa fille avait envie d'être un garçon manqué, donc il l'a élevée avec une connaissance des arts martiaux, il a laissé faire ce qu'elle voulait, je veux dire, elle a eu une grande liberté quand elle était enfant, et à un moment ça fait partie des stratagèmes qu'elle a pour essayer d'éduquer, on va dire, ce potentiel mari. Il y a une compétition avec le deuxième love interest qui est qui me connaît le mieux. Ouais. Et une des questions c'est c'est quoi mon rouge à lèvres? Et en fait on découvre un peu plus tard qu'elle sait pas mettre du rouge à lèvres, et à un moment elle était elle hésité à acheter un rouge à lèvres, puis tu vois comme la petite provinciale qui va dans une grande parfumerie et qui est tout intimidée par la vendeuse, elle sait pas trop quoi choisir, et lui comme il l'espionnait à ce moment-là, il a vu qu'elle était embarrassée, et donc il a embarqué tout le stock de rouge à lèvres à la maison, et il les teste sur lui, sur son bras, sur son machin, pour trouver le bon rouge à lèvres pour sa chérie. Et là on dira la dévotion du mec, je suis désolée, mais il a vraiment cherché le rouge à lèvres idéal pour sa copine. C'est trop choupi. Et il est tout fier de dire lors du quiz qui me connaît le mieux les amours, c'est ce rouge à lèvres là qu'elle porte parce que c'est celui-là qui lui va le mieux. Ouais, ça c'était mignon. Et puisque tu mentionnes le deuxième love interest, il est pas mal aussi lui, c'est le love interest sérieux par rapport au pirate qui est un peu what the fuck quoi. C'est un espion je crois, hein, c'est ça hein, c'est un prince, c'est un prince héritier. C'est un prince, encore un. Ouais, c'est un prince héritier déguisé qui en fait qui veut faire une chose, c'est écrire des bouquins lui au début, alors comme fait partie du nombre de crasses qu'elle fait parce qu'elle pourrit la vie de tous les mecs autour d'elle. Oui, c'est un désastre ambulant. Qui prend pas cher. C'est vraiment la chienlit cette fille. Et en fait elle était en train de voler un truc, il y a eu une espèce d'entourloupe au niveau des sacs entre son sac à lui et son sac à elle, et elle a embarqué son sac et dedans il y a le bouquin qu'il a écrit péniblement, et elle lui fout le feu au bouquin plus tard pour se réchauffer sur un bateau, enfin elle avait froid, elle était pas bien, donc elle décide d'utiliser le bouquin pour se réchauffer. Ouais, parce qu'elle commence à le lire, elle dit oh putain c'est de la merde, c'est une purge. C'était le mariage de la princesse Leia, tu sais. Elle dit oh là là, c'est quoi cette merde? Oh, j'aurais aussi vite fait de me réchauffer. Qu'on soit bien clair, on est contre le fait de brûler des livres, quels qu'ils soient, même s'ils sont écrits avec les pieds. Ah oui, non, on n'est pas pour l'autodafé, non. Même l'ascension de Skywalker. Même l'ascension de Skywalker, mais après, tu sais, c'est un peu le dilemme dans le jour d'après, quoi. T'es coincé dans la bibliothèque
de New York et tout. Qu'est-ce que tu crames en premier pour pas mourir? Et oui, c'est un sérieux, le garçon, mais ce que j'ai trouvé bien, parce qu'à un moment, t'as plusieurs love interest, t'en as un autre qui a un villainous crush, on va en reparler après, bon, lui. Donc t'as le prince qui est celui-là, et puis plus tard, il y a une nana qui s'intéresse à lui, et je vais aussi donner ce crédit-là à la série, que pour une fois, les hypoténus, on va dire, sont des gens décents, et puis quand ils voient que non, il n'y aura pas la place de s'insinuer dans ce couple-là, que vraiment c'est à la vie, à la mort, ils s'effacent avec une certaine élégance, et en plus retrouvent eux-mêmes du bonheur ou une autre histoire à côté, et en plus tout ce petit monde-là finit à la fin autour d'une table, partant pour de nouvelles aventures. Enfin, t'as une ambiance joyeuse colonie de vacances, on va dire, dans l'ensemble de cette série, qui a dû probablement d'ailleurs être filmée en été, parce que pour une fois, ils sont pas à faire de la buée à chaque fois qu'ils sont en train de parler, et les décors sont très verts. Je pense qu'il y a vraiment ce côté camping. Et tu parlais d'alchimie, parce qu'effectivement, elle marche plutôt bien entre les deux acteurs. J'ai vu des rumeurs comme quoi ils auraient fricoté ces deux-là, et que l'acteur serait bien tombé amoureux de sa partenaire. Et il est également question, tu vas avoir très peur Aurélie, de faire une saison 2. Oh my god, cette série... non. car je sais que cette série a été compliquée pour toi, mais elle a extrêmement bien marché, elle a été assez populaire, en fait ça a plu à beaucoup de monde. Je me suis vraiment forcée à la finir en fait. À un moment donné, j'ai failli arrêter en cours de route en disant écoute, les séries que j'ai pas pu terminer, c'est intéressant aussi pour les auditeurs quoi. Et vraiment celle-ci, j'ai failli l'arrêter. Je n'en pouvais plus parce que le creux de la vague, tu me disais non, c'est bon, c'est juste le creux de la vague. Attends, ça fait 10 épisodes que c'est le creux de la vague, je suis au bout de ma vie moi. En fait, ça revient bien sur les deux derniers quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, c'est les 5-6 premiers, enfin juste effectivement quand ils sont sur l'île, parmi les crasses qu'elle lui fait, on en a oublié des importantes, elle le poignarde quand même. Elle lui enfonce une épingle à cheveux dans le coffre, hein, mais aussi parce qu'elle était un peu vénère, parce qu'elle s'était bourré la gueule la veille dans un projet de séduction pour essayer de se sauver. Encore une fois, elle s'est dit ah tiens, il a l'air de s'intéresser à moi, je m'en vais te le séduire, et puis une fois que je me l'aurais mis dans la poche, il va probablement me laisser partir. Et elle a décidé de lui bourrer la gueule. C'était pas une bonne idée parce que c'est un pirate, donc elle devrait savoir qu'ils tiennent plutôt bien le rhum, hein, ou quel que soit l'alcool qu'ils étaient en train de boire. Et c'est elle qui est bourrée, et quand elle est bourrée, elle couche, apparemment. Ouais, elle couche. Ça lui arrive plusieurs fois, mais toujours avec le même, je vous rassure. Et donc, c'est elle qui lui saute dessus. Elle se réveille avec la pire gueule de bois, et surtout, elle se rend compte que pendant la nuit, voilà, elle avait perdu sa cerise. Et elle est vénère de chez vénère, alors que lui, il est tout content, tu penses? Elle le fout dehors, elle lui fait la gueule, et lui, il sait pas comment récupérer l'affaire. Il décide de lui faire des cadeaux. Ce qui est vachement bien, tu sais, t'as donné ta virginité, le mec il arrive avec le paquet de bijoux en tout genre, bon vas-y tu prends, puis si tu veux je t'épouse parce que faut que je récupère, faut que je répare ma faute. Mais lui il demandait que ça de l'épouser, à la limite il est content hein, qu'elle lui fasse la gueule. Au début il est un peu décontenancé parce qu'après une nuit d'amour torride il s'attendait sans doute pas à ce réveil là. Et puis après il se dit bon ok, je vais me servir de ça pour lui proposer la seule solution honorable qui est de l'épouser, sauf que il se marie, mais elle se casse le jour de ses noces. Elle en profite que toute l'île de pirates est en émoi pour la cérémonie machin et elle se barre en catimini. Le mariage, il est déjà intéressant, mais en plus, il est, en fait, il est assez cool avec elle parce qu'il lui fait tout de suite confiance quand elle lui a donné son accord pour se marier. Il lui passe son passe-partout, sa pièce de jade là, qui lui permet d'aller absolument partout dans l'île. Tu vois, c'est pas Barbe Bleue, hein, il y a aucun endroit où elle a pas le droit d'aller. Donc elle va partout, elle farfouille, elle cherche des informations, tu vois. Et notamment la fameuse carte pour essayer de s'échapper de l'île parce qu'elle a besoin d'avoir le plan, parce qu'elle n'arrive pas à sauver de l'île en question. En plus, elle devrait pas avoir vraiment des compétences en navigation. D'ailleurs, il y a une première fois où ça foire son truc. Et enfin aussi qu'on en reparle parce que ça aussi, ça fait partie des séquences qui sont rigolotes. Et donc, ils se marient. Et le mariage, ça c'est drôle aussi parce que t'as droit évidemment à toute ta pompe et circonstances habituelles du mariage chinois. Elle a fait la gueule pendant tout le truc. T'as la nana qui est en train de lui faire les poils sur le visage. Elle dit non, ça suffit, des poils c'est naturel. Elle se fait maquiller, elle tire la tronche. Et lui, il est tout content. Il a son air de benet numéro 1. Et alors,
pas de bol pour lui, il va pas consommer tout de suite, il retourne boire avec les copains, et pendant qu'il est parti boire avec les copains, effectivement, elle se carapate. C'est une séquence assez jolie d'ailleurs, et je tiens à dire que la musique, moi j'aime bien la BO, il y a pas mal de chansons qui sont assez sympas, et le moment où elle se sauve dans la nature, où elle envoie valdinguer toute la parure de la mariée, tu vois, ce moment de libération féminine est très joliment fait aussi, je dois dire. Il arrive, le nid est vide, il lui court après, et il pense qu'elle s'est noyée, donc là on rentre dans l'étape dépressive, où il est d'ailleurs pas trop mal de son arc. Pas trop mal rendu, ouais. La fois où elle s'était sauvée avant, t'as aussi un certain nombre d'accumulations qui sont assez rigolotes, parce que il la sauve de la noyade, alors c'est vraiment, ça s'enchaîne à un rythme soutenu, il la sauve de la noyade, mais il se planque pour voir ce qu'elle va faire, donc elle se fait attaquer par des loups CGI dégueulasses. Il la sauve encore, après elle est affamée, bon il trouve le moyen de lui donner à manger, etc. Et puis elle va se faire attaquer par un serpent pendant son sommeil, alors serpent CGI dégueulasse encore une fois. Il la sauve, il se fait mordre par le serpent, et alors c'est là qu'elle est gentille, elle le ramène, elle traîne sa carcasse jusqu'au... C'est assez indigne pour lui, hein. Il y a quand même plein de moments où il est indigne, hein, lui, hein, parce que et le pire, c'est qu'il accepte toutes ses indignités, alors que c'est quand même au début, genre le mec, il a tout pour lui, quoi. Et elle le remet sans arrêt, même aux yeux des gens qu'il dirige, qu'il est censé terrifier, elle le remet sans arrêt dans des situations indignes, et il lui en veut jamais vraiment, il continue à la pourchasser, parce qu'elle l'a planté le jour de son mariage, devant tout le village pirate, devant ses hommes, etc. Il devrait être super vénère. Et en fait, non, il lâche jamais l'affaire, quoi. Il retombe sur elle par hasard dans la ville où elle la rencontre. Elle s'est accoquinée avec le deuxième héros masculin. Bon, il se passe rien, mais je veux dire, elle est avec lui. Avec le poète prince héritier, ouais. Et pendant qu'elle est déguisée avec lui, parce que c'est pareil, encore avec une nouvelle panoplie, parce qu'elle passe son temps à se déguiser. Tu sais pas d'où elle sort les fringues, hein, mais je la préfère déguisée en mec avec ses robes toutes fluffy, rose bonbon, machin, macaron, la durée. Ah ouais, mais les roses bonbons, t'as remarqué qu'il y en avait une, elle sort de My Fair Lady, tu sais, c'est la robe rose avec les choux de My Fair Lady. Ouais, ah, mais c'est trop ça, c'est quand ils vont au spectacle des lumières ou je sais pas quoi, des lanternes. Oh là, mais plusieurs fois. Mais ça, c'est joli aussi, ce passage-là. Il y a des... En fait, c'est marrant parce pour autant que ce soit sur du budget, en fait, des fois, t'as de la jolie cinématographie. Sur certains plans, il y a des scènes où il la retrouve, où elle est en train de se balader au milieu de tissus, parce qu'elle est en train de chercher des vêtements, et il sait pas si c'est encore une illusion, un mirage de voir sa femme qui passe au milieu des tissus. Elle est très belle, cette séquence où il court après au milieu des tissus. Donc c'est vrai qu'il y a des petits moments de brillance, tu vois, moi à la fin quand elle croit qu'il l'a abandonnée et qu'il se marie avec une autre, et donc pendant cette séquence où elle est hyper déprimée, elle est sous la flotte dans cette espèce de rue qui est utilisée dans pas mal de séries, donc qui sert pour les passages de lanterne et les passages aquatiques. C'est assez joli aussi ce passage là, donc il y a des moments comme ça qui sont jolis, et puis le reste du temps tu te dis bon c'est du gros délire. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment un drama, t'as l'impression qu'il se cherche en permanence en fait, qui est pas, il y a pas de cohérence vraiment, quoi. Mais il y a des moments sympas, même après les premiers épisodes où pour le coup c'est vraiment la partie que j'ai préférée parce que c'était hilarant, c'était non-stop, et c'est pour ça que tu comprends pas trop après pourquoi ça devient autant cucu la praline ou lent en fait. Il y a un gros problème de rythme. À partir du moment où elle s'échappe le jour du mariage, je trouvais qu'il y avait des gros problèmes de rythme dans cette série en fait. Oui, alors à part une exception, il y a un épisode que j'aime bien, c'est celui où justement malheureusement c'est son passage niaiseux, hein, où il devient très très con. Mais alors il y a un moment qui est assez rigolo, c'est-à-dire il essaye de la reconquérir dans l'auberge où elle est avec l'autre, hein, qui est également en mode de séduction. Donc il a un rival et il a un plan, parce que pour une fois t'as une série où t'as le mec qui veut pas rester puceau. Heureusement il l'est plus parce que déjà il a consommé pendant la gueule de bois de la nana, mais il a un plan où il sait qu'elle va aller prendre un bain. Il se dit tiens, je vais aller me cacher dans la baignoire, et puis quand elle va arriver par inadvertance, elle va me trouver à poil, elle va pas résister, et hop, on va remettre le couvert. Donc il est là dans sa baignoire en train de se faire des gros films, elle va arriver et tout. Il entend qu'il y a quelqu'un qui est rentré parce qu'il tourne le dos à la porte, et tu le vois en train de jubiler dans sa baignoire, je vais me refaire ma nana. Alors il imagine qu'elle est en train d'enlever ses bas, ses machins, ah ouais, etc. c'est un gros trip. Et en fait c'est l'autre mec. Et donc ils sont en train de s'empoigner tous les deux à poil dans la salle de bain. C'est quand même
un truc dont on n'a pas l'habitude dans nos dramas, donc ça je dois dire que j'ai bien ri, et que ils se mettent sur la tronche et à un moment évidemment ils tombent, enfin la porte s'ouvre et ils tombent tous les deux l'un sur l'autre à moitié à poil et tout l'assemblée qui les regarde et qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on va vous laisser hein, les gars, hein, on juge pas. C'est un peu ça. J'ai bien aimé aussi tout le délire autour de... j'achète les statuettes à l'effigie de mon héros masqué préféré où t'as un vrai business made in China et tout, les peintures sont dégueulasses et tout. T'as plein d'échoppes qui vendent les statuettes et lui il est tout ému parce qu'elle veut absolument sa statuette de lui en fait. Hein. Donc ça c'était assez mignon. T'as aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations, d'utilisation de l'image et des médias dans cette série. On sait que c'est une série courante même si ça se passe dans un passé pas fantasmé on va dire. Et par exemple ils font des selfies à un moment, ils sont sur le bateau, à un moment où ils sont rabibochés, ils sont dans une période vaguement lune de miel on va dire, partant vers de nouvelles aventures, et puis ils veulent faire un portrait de fiançailles on va dire, et donc ils font des selfies, alors ils font plein de poses différentes, ils essayent des poses, enfin... What the fuck. C'est vraiment l'aspect que j'ai préféré, moi. Tout l'aspect je pleure, je noie mon chagrin dans l'alcool, ou elle qui sait plus ce qu'elle veut, ou la sous-intrigue, enfin l'intrigue secondaire d'espionnage avec le père et le prince héritier. Ça m'a saoulée. Ah, c'est chiant ça. Mais le méchant aussi, le villainous crush, il est chiant aussi. Ça, pour le coup, c'est un rip-off Vin Jang parce qu'il a des très beaux sourcils, mais il a pas le charisme de Vin Jang. Non, n'est pas sourcil qui veut, hein, donc... Non, il y a des trucs sympas, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à des longueurs et un creux de la vague qui est très 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 long. Qui est très long, oui, c'est vrai. Il y a un moment, le bateau prend l'eau un petit peu. Mais tu vois, par exemple, pour revenir, parce qu'on peut revenir sur un truc sérieux, mais le choix du titre est intéressant aussi, parce que une romance, alors évidemment tout de suite on pense romance, harlequin, romance machin, mais le genre en lui-même est intéressant, parce qu'une romance, normalement, à l'origine, c'est un conte médiéval qui est basé sur de la légende ou sur l'amour de la chevalerie ou de l'aventure ou sur du surnaturel. C'est ça pourrait être la geste de Warong en fait, quelque part. Exactement. Et c'est ce qu'elle veut faire. Donc c'est bien parce que c'est vrai que cet aspect héroïque, aventure ou chevaleresque est vraiment un des fils directeurs, le fil principal de l'arc de l'héroïne. Également une romance, c'est un récit en prose avec des personnages imaginaires et des événements distants dans le passé ou dans l'espace, souvent héroïques, aventurieux ou mystérieux. Ça aussi tu l'as dans cette histoire-là. Et puis évidemment ça a dévié en une histoire d'amour sous forme de roman, et on a également évidemment cet aspect-là qui est présent. Moi ça m'a fait penser aussi à des aspects qui sont intéressants, enfin souvent en négatif, et c'est pour ça que je dirais que c'est féministe cette série, c'est que souvent les femmes qui ont des prétentions chevaleresques ou d'héroïnes, dans de nombreuses histoires, c'est quelque chose qui a été moqué, parce que c'est l'influence de les femmes, elles ont lu trop de bouquins, ou alors tu penses Madame Bovary, c'est pas, elle a pas des prétentions héroïques, mais elle a des prétentions amoureuses, parce qu'elle l'a lu dans les bouquins. Et il y avait un bouquin du 19e siècle que j'avais lu dans un cours de littérature américaine qui s'appelait Female Quixotism, donc c'est-à-dire la fille Don Quichotte, qui était un bouquin qui était écrit par une femme bizarrement d'ailleurs, et qui racontait l'histoire d'une nana qui, à force d'avoir lu des romans d'amour, avait envie de devenir une héroïne chevaleresque comme Don Quichotte, et qui partait comme ça des aventures. Mais c'était une satire qui critiquait l'influence néfaste des romans et de la fiction sur les femmes, et sur le fait qu'il valait mieux lire des bouquins sérieux parce que ça faisait de toi une pauvre tâche, etc. Et donc là, pour le coup, ça prend le contre-pied parce que l'héroïne, elle a ses prétentions chevaleresques, et bien qu'elle soit servie par... est-ce que c'est la faute de l'actrice ou la faute de la mise en scène, j'en sais rien, mais elle est desservie, on va dire, par le jeu, ou la manière dont le personnage est écrit ou joué, mais en soi, son personnage, il est hyper positif, en fait. Ce qu'il y a, c'est que t'as du mal parfois à concilier le fait qu'elle ait ses aspirations chevaleresques sans peur et sans reproche. Enfin, on la découvre dans le bordel parce qu'elle vient délivrer une nana qui a été vendue comme prostituée à l'insu de son plein gré, quoi. Elle vient délivrer quelqu'un. Et à côté de ça, elle peut être vicieuse dans ses vengeances et ses stratagèmes pour s'échapper et ses machins. T'as à la fois des aspirations chevaleresques, et puis le côté tous les moyens sont bons pour arriver à tes fins à partir du moment où tu te sens justifié, donc en l'occurrence s'échapper, parce qu'elle fait quand même quelque chose de déshonorable. Elle épouse cet homme officiellement et elle se casse le jour de ses noces, donc ça c'est
profondément déshonorable. Et c'est vraiment anti-rôle de la femme dans la Chine traditionnelle, etc. Où elle a le cul entre deux chaises à ce niveau-là aussi, quoi. Entre ses aspirations et puis ce qu'elle est amenée à faire, et de façon assez naturelle, créer des stratagèmes, foutre la merde, faire tout péter, pourrir la vie des autres, ça lui vient de façon très très spontanée. Peut-être parce qu'elle a une éducation où elle a toujours été libre, sans restriction, sans rien, sans... Papa l'a laissé faire ce qu'elle voulait, donc du coup elle fait ses trucs, et puis des fois elle paraît assez capricieuse, effectivement, assez enfantine, assez capricieuse, et puis quand elle se met à hurler ou machin, tu les vois tous en train de se boucher les oreilles, donc c'est vraiment du comic relief, et puis ça fait partie de la narration, genre on est prêt à se plier en quatre pour que s'il vous plaît, arrêtez de hurler. Tais-toi, je te donnerai tout ce que tu veux, mais tais-toi, arrête de crier s'il te plaît. Ce que tu disais, elle est pas dans le rôle traditionnel, elle fait zéro concession en fait. Aucune concession. Elle finit par s'amadouer un petit peu, se radoucir, parce qu'elle finit par tomber amoureuse. Elle se rend compte que ce mec-là, il respecte vraiment ses choix finalement, que lui aussi, il a fait ce travail sur lui, et que par amour pour elle, il respecte son individualité, son caractère et ses aspirations qui sont complètement hors normes dans la société. Et en ça, c'est pas un gros con en fait. Au début, tu as l'impression que c'est vraiment le gros con de base, presque un villainous crush de base de drama asiate, et puis finalement pas du tout, quoi. Donc c'est en ça qu'il peut être... Parce qu'il l'aide même à s'améliorer des fois contre lui, parce que moi, il faut qu'il y ait parce qu'il y a une compétition pour tirer à l'arc, et elle est en galère, et en fait il lui donne des cours pour qu'elle s'améliore. Il lui laisse complètement sa liberté de faire ses trucs, et il l'aide dans son parcours, donc ça c'est plutôt chaud. Après avoir été un obstacle à son développement pendant la première partie de l'histoire, après il devient vraiment un allié, alors parfois un peu récalcitrant, parfois sous le manteau, etc., parfois au grand jour, parce que comme il est un concurrent, il a un peu envie aussi qu'elle le voit sous un autre jour. T'as une espèce de concurrence entre les deux love interest, genre mais attends, moi aussi finalement je suis un mec recommandable, nanana. Il passe son temps à lui faire aussi des grosses demandes en mariage spectaculaires, que ce soit des lanternes dans le ciel, des feux d'artifice, enfin plusieurs fois il est obligé de leur demander en mariage. Je veux dire, il dépense sans compter pour la minette. Il a peur de rien et pas peur du ridicule non plus d'ailleurs. Ah non, c'est ça en fait, c'est qu'elle l'a ridiculisé Watt 1000 fois, et son ego de mâle apparemment s'en remet assez bien, et il leur demande, quoi, il y retourne et il met le paquet à chaque fois. C'est une série où elle ridiculise les hommes souvent, et comme tu dis, ils lui en veulent pas. Par exemple, il y a une anecdote, alors je disais, il y avait plusieurs séquences qui se passent dans un bordel, et à un moment, ils veulent infiltrer le bordel, je sais plus pourquoi, encore peut-être pour redélivrer encore la même nana, je crois, c'est le même principe qu'au début. C'est pour délivrer une autre nana, puis c'est le Caire ni d'espion, non, c'est le bordel ni d'espion, il y a pas un truc comme ça à un moment donné. Ouais, et elle est avec, à ce moment-là, elle est avec le prince, avec le deuxième love interest, et alors, donc elle est avec deux mecs, et donc comment ils vont infiltrer? Ce serait bien de mettre une nana dans le bordel qui peut infiltrer. La logique voudrait que ce soit elle qui soit déguisée en courtisane, mais que nenni, c'est pour ça que c'est bien, elle se déguise en grand-père, ce qui est probablement sa pire panoplie. Oh là là. J'avais dit, le budget poil, il est pourri. Donc elle se déguise en vieil homme, et elle fout les deux mecs en prostituée. Alors, non, il y a un thème travelo qui se répète plusieurs fois quand même. Et donc du coup, elle prend ce parti-là aussi, qu'elle va ridiculiser les deux mecs, et ils acceptent, ils y vont de bon gré, ils vont faire les deux nanas qui sont pas terribles quand même pour aller... C'est vrai que ce parti pris-là, c'est vrai qu'ils sont allés, tu vois, ils sont allés à fond dans certains trucs. C'est vrai qu'il y a une audace, on va dire, alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, parce que bon, voilà, c'est une série what the fuck, comme on a dit, c'est de la grosse comédie. Et mais il y a quand même cette audace-là, quand on dit qu'ils ont peur de rien, des fois, nos dramas chinois, celui-là, il a peur de rien. Peur de rien. Notamment d'un final avec Titanic, avec le mec derrière la nana de... Jack, je vole. Non, là-dessus, ils ont osé. Mais je pense qu'ils se sont vraiment éclatés sur le tournage, et ça se sent en fait quand même dans le jeu, où ils en font des caisses. Et si vous attendez un truc subtil, psychologique à la Rise of Phoenix 6, passez votre chemin, parce que là, on est vraiment dans le collège fou rencontre Pirates des Caraïbes, rencontre...
Au moins, c'est garanti happy ending, ce qui change parce que on en discutait juste avant l'enregistrement. C'est vrai qu'on a beaucoup de fins qui sont tristes, hein. Surtout c'est vrai dans les séries historiques, c'est quand même souvent. C'est de temps en temps, alors on va dire c'est une série économiseur de cerveau ou d'écran. C'est vrai que de temps en temps, quand tu viens de te taper, en tout cas quand t'es à mon niveau de débit de série chinoise, oui, c'est ça. Quand tu viens de te taper plusieurs coups de poignard dans le dos et dans le cœur avec des fins dégueulasses, de temps en temps d'avoir la certitude que tu vas avoir une série joyeuse, ça permet un petit peu de mettre un peu de pommade et de dire bon d'accord, tout n'est pas absolument dramatique dans les dramas. Et on en discutait avant, bon ça se pose pas pour cette série, bien que bon, il vogue vers de nouvelles aventures, mais c'est pas une fin ouverte la fin. Mais je te disais Aurélie, je crois que la pire chose que tu puisses me faire là, au point où j'en suis dans des dramas asiatiques, mais pratiquement dans tous les films dans lesquels je m'investis, on va dire, c'est une fin ouverte, parce que j'aime pas l'idée de ouais bon et alors on fait quoi maintenant, on écrit la fanfic, qu'est-ce qui se passe parce que dans la vie c'est pas des fins ouvertes, hein, donc non à un moment donné tu sais ce qui se passe, hein, c'est la merde ou c'est la merde. Mais ouais, c'est alors que les fins ouvertes, moi j'aime bien, mais il y a peut-être des genres qui s'y prêtent plus, pas trop la romance, mais tout ce qui est roman ou film d'anticipation. Oui. Ah, la romance non, t'as raison, c'est une question de genre, parce que je crois que ça me dérangerait pas dans certaines choses. Je crois que dans la romance, j'aime bien l'idée, je t'avais dit qu'on termine en fuck, marry, kill. L'un des trois, les trois ensemble, deux ensemble, tu choisis tes possibilités, choisis ton champion. Mais les fins ambiguës, les fins ouvertes, oui, je pense que ça s'adapte plus à certains genres que la romance, on aime bien avoir quelque chose de fini, des certitudes par rapport au futur amoureux des protagonistes en fait. Ah, comme un conte de fées, hein. T'as pas de fin ouverte dans les contes de fées. Exactement, on en attend la même chose que dans les contes de fées. Donc on ouvre le débat, hein, ça vous permet peut-être de répondre en commentaire à ce que vous en pensez. Alors, on a pris la tangente du coup sur d'autres sujets avec la romance de Roy Yang, mais j'ai envie de dire un petit peu comme la série elle-même qui a pris beaucoup de tangentes. Oui, qui a pris l'eau, qui a bu la tasse aussi plusieurs fois, voilà. C'est qu'il est vraiment amoureux, et dans la deuxième partie de l'histoire, c'est là où tu vois qu'il l'a fait passer au premier plan et il a beaucoup de tendresse pour elle, puis je pense qu'elle le fait rire et qu'à un moment donné, il finit par l'admirer aussi vicieuse qu'elle puisse être par ailleurs quand elle est en mode chevalier. D'autant plus que c'est lui sa source d'inspiration et qu'elle le sait pas, je pense que ça va le toucher d'autant plus. Ouais, oui, parce qu'à un moment, il est son propre rival. Oui, c'est ça, alors ça c'est bon aussi, ça le met dans une situation pas possible, quoi, tu vois, c'est... ce serait bon s'il avait, alors là aussi au niveau du costume, s'il lui avait fait un costume un petit peu moins ridicule, parce que c'est vrai que son costume de justicier, oh là 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 là, pourquoi avoir fait cette option là, je ne sais pas. Le chevalier blanc, bleu. Oh là là, force bleue, c'est... Et puis on sait pas ce que sont devenus le méchant et le pirate Travelo au début. C'est vrai qu'il y a des personnages qui étaient finalement assez sympatoches, et puis tu les as perdus de vue après, on les revoit plus jamais, c'est dommage. Oui non, t'as l'impression qu'il y a des sous-intrigues, alors pourtant j'étais pas fan des sous-intrigues dans ce truc, mais t'as des sous-intrigues qui disparaissent à un moment donné. Alors comme moi je m'en foutais, ça m'a pas trop gêné si tu veux, hein. Plus c'était court, plus on se rapprochait de la fin et plus je revivais. Je te dis, je pense que les scénaristes sont partis en vacances à un moment, ou alors peut-être que c'est fait par des gens très jeunes. C'est vrai qu'il y a une ambiance très jeune sur cette série, pour conseiller ou pas d'aller le regarder. C'est qu'effectivement les premiers épisodes valent le détour, mais donc c'est pas une série sur laquelle tu vas insister plus que ça, mais voilà, ça vaut le coup de jeter le coup d'œil au début si t'as envie de voir une ambiance joyeusement potache, on va dire. Et ça fonctionne bien, c'est vraiment vraiment drôle. Ça la rend pas attachante au début parce que tu dis quand même, oui elle est dans une situation désespérée, mais la saleté, mais ça fonctionne. Et puis lui il est tellement, il doute de rien, tu vois au début vraiment il doute de rien quoi. Le voir se faire remettre à sa place, franchement ça fait du bien. Mais du coup c'est vraiment cet acteur là, mais de ce que j'ai pu voir des commentaires des uns et des autres à propos de cette série, c'est cet acteur-là qui tire son épingle du jeu, on va dire, de la série. Je pense que c'est vraiment Yuan Hao qui marque là-dedans, parce qu'il prend vraiment ce personnage de pirate BD à bras-le-corps. Il est très expressif, il prend vraiment des fois des expressions, voilà. Quand tu le sens amoureux de l'autre personnage féminin, il est convaincant, on va dire, dans son personnage. Donc je dirais que
c'est à guetter sur ses prochaines productions, parce qu'encore une fois, c'est un tout jeune acteur, il n'a pas forcément encore grand-chose dans sa filmographie, mais je pense ce sera à voir ce qu'il va donner sur l'avenir, parce que je pense qu'il a un potentiel. Il est plutôt beau gosse, déjà, et en plus, alors, moi je dois dire que son expression que je préfère, c'est quand il est énervé, quand il est emmerdé, genre il pince les lèvres, il ferme les yeux, il souffle, tu vois. Il est bien, ouais. Elle est bien, genre, oh putain, allez, c'est bon, c'est reparti, quoi. Par contre, j'ai beaucoup de mal quand il est en dep, il a genre une expression, c'est les yeux de porg. Ouais, moi ça me va bien, les yeux de porg, mais c'est mon truc à moi, les yeux de porg. Ouais, mais faut pas que ce soit too much, faut qu'il y ait quelque chose en plus, tu vois. Et il a pas le truc en plus sur les yeux de porg, bon, c'est un jeune acteur. Hein. Ah, c'est un jeune acteur, donc je te dis, ça va être à guetter, voir ce qu'il va devenir ou pas, mais bon, notez son nom, et je pense que il fait la série, en dehors du côté, effectivement, les personnages secondaires what the fuck, qui sont ceux du début, c'est-à-dire sur l'île des pirates, que ce soit Blaireau et l'autre, là, les deux assistants, et les deux antagonistes. He's no good et le Travelo. Voilà, le méchant pirate brutal, et puis le pirate Travelo. Mais disons que ça vous permet de proposer un peu de diversité dans notre playlist, et encore en sachant que c'est également une anomalie de genre, avec le genre de la piraterie. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas plus de séries autour des pirates, parce que quand même, tu penserais mer de Chine, je veux dire... Il y a toujours eu des pirates en mer de Chine. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais Sandokan, tu vois, bon, c'est la Malaisie, mais j'adorais cette série-là, où pareil, t'avais de l'enlèvement, du machin, du biracial, c'était vraiment chouette cette série-là, elle me faisait rêver, moi, quand j'étais enfant. Pourquoi il n'y a pas plus de séries pirates? Ça change des intrigues de palais, on va dire. Alors, c'est pas fait... le budget est ce qu'il est, le scénario est franchement raté au milieu, c'est clair. Il y a des grosses lacunes, mais on pourrait peut-être réclamer plus d'histoires de pirates finalement dans leur drama chinois, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ouais. Ou des attaques de caravanes dans le désert, parce qu'ils ont quand même aussi le désert. Ils ont tout en Chine, c'est tellement grand, c'est tellement mais ça, beau, des histoires dans le désert, j'en aurais à te proposer, donc t'inquiète. Ouais. D'ailleurs, t'en es sur une en ce moment, il y en a une qui est quand même pas très loin de ça dans le désert. Exactement. Ah, tu vois que t'en as trouvé quand même des choses que t'as bien aimées. Bah oui, non, mais il y a quand même des trucs que j'ai bien aimés. Non, je peux comprendre que toi, avec le débit de drama asiatique que tu as, ça soit rafraîchissant, ce genre de série finalement. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que pour le coup, c'est pas plombant. Enfin, au milieu, c'est plombant parce que l'encéphalogramme est plat, mais c'est vrai que c'est rafraîchissant. La palette est rafraîchissante, l'héroïne est rafraîchissante, même si elle tape sur le système. Le héros, il est rafraîchissant aussi à sa façon. Donc, faut le voir comme une grosse connerie, un gros délire. Le collège foufoufou, c'était pas loin du truc en fait. Avec des longueurs, c'est dans les moments où c'est un peu plus sérieux que ça pêche. C'est pas faux. C'est qu'au moment où ils se prennent au sérieux, parce que justement, tu sens que quand ils se prennent pas au sérieux, ils y vont à fond parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de faire du bordel. Et leur côté BD, ils l'assument à fond. Ça joue bien. Et c'est là que nous, on est à fond avec eux en fait, qu'ils arrivent à nous embarquer dans leur délire, et quand ça se prend au sérieux, ça fonctionne moins bien. Moi, ça m'a vraiment fait rire au début. J'ai vraiment à gorge déployée, les premiers épisodes, oui. Ah oui. Moi, j'avais bien accroché. C'est pour ça que j'ai d'autant moins compris ce qui se passe au milieu de la série, quoi. Après, je me demande si, à moins d'être sur un format genre collège foufoufou, donc une série en plusieurs saisons, machin, je pense pas que le rythme de conneries début de la série, ils auraient pu le tenir sur 24 épisodes. Parce que limite, ça nous aurait peut-être pas plu non plus, tu vois. On n'aurait peut-être pas adhéré non plus, ça aurait été too much. Sur une série live qui doit se contenter d'une saison, je suis pas sûre que ça aurait fonctionné. Mais il y a eu des moments quand même où cet humour potache qui se prend pas au sérieux, ça m'a manqué quand même. Ça m'a manqué cruellement parce que c'est un peu... alors sans être aussi dramatique ou dur à avaler que dans Moon Lovers, où vraiment t'as une rupture de ton qui est phénoménale et c'est vraiment une douche froide, ça m'a quand même un petit peu gênée. Que ce soit aussi radical, c'est tout ou rien, tu vois. Donc ça, c'était un peu chiant. Et vers la fin, quand lui, il commence à... Ce coup-ci, c'est lui qui commence à fomenter des coups tordus ou à prévoir des plans, un plan A, un plan B, un plan C pour qu'elle puisse vivre sa destinée d'héroïne, etc., qu'elle puisse s'accomplir. Là, ça redevient fun, en fait. Mais c'est vraiment vers la fin de la série. C'est le ventre mou, je te dis. Mais c'est le ventre mou, c'est le moment où t'as l'intrigue avec Sourcil et la sœur machiavélique également. J'avais oublié celle-là. Ah ouais. Voilà, parce que ça manquait de bitch. Ça manquait de bitch, ouais. Mais en même temps, elle est une bitch light. En fait, c'est vraiment une mégère, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, on s'en fout, quoi. C'est ça le problème.
c'est que c'est un moment dans la série où effectivement cette intrigue-là particulière du mec qui veut épouser, comme le héros du début d'ailleurs, il veut épouser de force la nana en lui faisant un certain nombre de crasses, en lui forçant la main, quoi. Là aussi, elle se rebelle, mais comme lui, c'est un vicelard, mais pur de dur, contrairement à notre roi pirate qui est quand même un bon gars, puisque on rappelle qu'il a une double casquette héros justicier, et ben ça passera pas, quoi. Ouais, je pense que cette partie de l'intrigue, c'était aussi pour bien mettre en relief la première partie de l'histoire où le pirate qui t'a enlevé, tu es ma chose, tu es ma prisonnière, etc. C'était light en fait, hein. Puis de toute façon avec elle en face, ça risquait pas de le faire bien longtemps. Ah, pour mettre en valeur le héros, ouais. Pour montrer que ce n'est pas une romance toxique par rapport à l'autre. C'est pas faux, ça vient sûrement de là, probablement, parce qu'eux aussi ils ont dû avoir peur qu'on leur reproche une romance toxique, comme quoi. Ouais, non, mais à ce moment-là, t'écris plus d'histoire, enfin, je veux dire, à un moment donné, ça fonctionnait bien. Moi, j'aimais bien, quand même au moment du ventre mou de la série, c'est à chaque fois qu'elle plisse les yeux, qu'elle a son sourire en coin, tu te dis, oh putain, elle est encore en train de fomenter un mauvais coup. Limite, tu visualises les rouages dans son cerveau qui se mettent en branle et tu te dis, quelle entourloupe elle va encore concocter, celle-là. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que le héros, il réagit comme toi, c'est-à-dire qu'il la regarde, il a grillé son air pervers, tu sais, genre tu vois, j'ai une idée, tu fais oh putain, et lui il est en mode oh putain, enfin je la surveille d'encore plus près pour rectifier le tir. C'est dommage finalement que peut-être que ça tient à l'actrice, hein. C'est dommage que ça a été fait comme ça, parce que c'est vrai que la série aurait peut-être gagné en qualité ou à une autre doubleuse, peut-être qu'elle a une voix tout à fait acceptable en vrai, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Il y avait du potentiel. Enfin, moi je vous conseille la série au moins pour les premiers épisodes, pour vous faire si vous voulez voir une nana pas du tout une demoiselle en détresse faire mordre la poussière à un mec trop sûr de lui, faites-vous plaisir, regardez le début de la série, quoi. Et puis si jamais vous avez jamais vu une grosse comédie potage chinoise, si on parle de comédie franchouillarde, là on a une comédie chinoisarde, je sais pas comment dire, voilà, je dirais que ça permet d'avoir une idée, et tu vois, on dit des fois que l'humour ne passe pas les frontières, je dirais que là il passe très bien les frontières, parce qu'on a tout à fait le même genre d'humour, hein. On comprend parfaitement ce qui est drôle, ce qui est pas drôle là-dedans. C'est de l'humour de situation, faut se laisser porter par le truc, quoi. Voilà. Sur les premiers épisodes. Au moins sur les premiers épisodes. Ouais. Et puis après, vogue la galère, tu vois, si tu veux continuer ou pas. Ou si tu vas ramer, ou si tu vas couler. Ouais, soit vous sortez les rames, soit vous coulez. Ou si tu demandes le supplice de la planche, parce que vraiment t'en peux plus, mais c'est l'un ou l'autre. On conclut ? Bah ouais. Sur la prochaine série, on va rien lâcher, on lâchera pas l'affaire et on passera aucun épisode, car la prochaine série sera Princess Agents. Oh yes. Un petit peu parlé sur la playlist du mois de juillet, et Aurélie l'a regardé et elle trépigne pour en parler, parce qu'on aura pas de choses à dire. Je piaffe. Je piaffe comme les oiseaux dégueulasses de la CGI et je piaffe. Tu retournes sur de la qualité, mais avec des moments what the fuck également. Ah bah oui, quand même, ce serait trop triste. Il faut qu'il y ait des moments what the fuck. Donc là, ce sera du très très lourd sur Princess Agents. J'ai hâte qu'on enregistre cet épisode. Ah oui, et puis alors là, t'as un niveau de qualité d'acteur qui est différent. Hein, c'est sûr. Ouais, j'avoue, la prod est vraiment vraiment sympa. C'est à pas rater, et c'est à inscrire si vous l'avez pas déjà vu sur votre liste des séries à regarder à la rentrée. Là, c'est dans la to-do list. Vous le mettez en top du top. Ah ouais. On vous dit à très bientôt. À bientôt.